Imaginons un instant, vous rentrez tranquillement chez vous en voiture lorsque soudain, votre GPS se fige. Votre téléphone affiche pourtant un signal parfait, mais il lui faut un temps interminable pour passer un simple appel. Parfois même, la communication se coupe sans raison, vous obligeant à recomposer. Vous mettez cela sur le compte de votre opérateur. Plus tard, lors d'une soirée, une lumière clignote un instant. Pas d'inquiétude, aucun fantôme ne vous poursuit, enfin, espérons-le. En réalité, il est plus probable que le Soleil traverse une phase d'agitation. Un immense trou, large d'environ 800 000 km, s'est ouvert dans son atmosphère et envoie désormais des flux étranges directement vers la Terre. Mais que signifie réellement l'expression trou dans le Soleil ? Lorsque nous l'observons bien protégé derrière des lunettes spéciales, il nous paraît stable et lumineux. Pourtant, de près, c'est un chaos total. Sa surface bout sous l'effet de tempêtes magnétiques, tandis que des volutes de plasma se tordent, se rompent et se reforment sans cesse. Parfois, la couche externe, appelée la couronne, devient instable. Comme récemment, lorsqu'une vaste portion de l'atmosphère solaire a soudainement changé de configuration. Les scientifiques nomment cela un trou coronal, mais il ne faut pas s'imaginer de crevasse ni de cratère. C'est plutôt une ouverture dans la couche externe du Soleil. Cette étoile est parcourue de forces invisibles, comparables à des lignes de tension sous sa surface. Dans la plupart des cas, ces lignes se referment sur elles-mêmes. Cependant, à certains endroits précis, ces lignes s'étendent vers l'espace, formant de véritables corridors ouverts. C'est alors que tout s'accélère. Des particules sont propulsées à des vitesses vertigineuses, créant ce qu'on appelle le vent solaire. Ce vent traverse l'espace à près d'1,6 million de kilomètres à l'heure, atteignant la Terre en seulement quelques jours. La zone du Soleil d'où provient ce vent apparaît plus sombre et plus froide que le reste de sa surface, d'où son nom de trou coronal. Or, l'actuel est gigantesque. On pourrait y aligner près de 62 terres côte à côte. Il s'étend sur une immense portion de l'hémisphère sud du Soleil et se trouve directement orienté vers notre planète. Mais qu'est-ce que le Soleil nous envoie exactement, et que se passe-t-il lorsque cela nous atteint ? Le vent solaire n'est pas juste rapide, il transporte d'innombrables particules chargées électriquement que le Soleil expulse lorsqu'il s'agite. Lorsque ce flux entre en collision avec le champ magnétique terrestre, l'effet est comparable à une pierre jetée dans un étang calme. Il déforme le bouclier magnétique de la Terre, le faisant gonfler comme un ballon que l'on pousse, donnant ainsi naissance à ces splendides aurores. Parfois, cependant, le Soleil va encore plus loin. Au lieu d'un flux constant, il projette d'un seul coup un immense nuage de matière solaire. On appelle cela une éjection de masse coronale, ou EMC. Ce phénomène peut perturber le GPS et brouiller les signaux, notamment à cause de l'ionosphère, une couche chargée située très haut dans l'atmosphère, qui aide les ondes radio à se propager. Lorsque cette couche est déstabilisée, les signaux se mettent à rebondir de façon anormale ou disparaissent complètement. Fin mai 2025, la Terre a été frappée par une tempête géomagnétique classée G3, donc considérée comme forte. Elle provenait d'un puissant flux de vent solaire issu d'un trou coronal et a provoqué des aurores visibles jusque dans le sud de l'Iowa et de l'Oregon. Les autorités avaient averti d'éventuelles perturbations du GPS et des communications radio à ondes courtes, mais aucun incident majeur n'a finalement été signalé. Quelques jours plus tard, la situation s'est aggravée. Les 1er et 2 juin, une nouvelle tempête a éclaté, cette fois classée G4. Un niveau considéré comme sévère, juste en dessous de la catégorie la plus extrême. Les cieux se sont illuminés de couleurs spectaculaires. Des habitants de tout le nord des États-Unis, et même aussi loin au sud que la Californie et le Nouveau-Mexique, ont observé d'impressionnantes draperies lumineuses, vertes et roses traverser la nuit. Un tel spectacle n'est habituellement visible qu'aux abords des cercles arctiques ou antarctiques. Très bien. Il semble désormais clair que les fantômes n'y sont pour rien. Mais ce n'était pas qu'un simple spectacle lumineux, bien que les astronautes de la Station spatiale internationale aient immortalisé des images saisissantes. Les compagnies aériennes ont été averties de ce rayonnement inhabituel et ont pu modifier certains itinéraires par précaution. Les opérateurs de satellites surveillaient les dérives potentielles des signaux, tandis que les communications en haute fréquence, utilisées par navires, avions et radios amateurs, ont pu connaître de brèves perturbations. Puis un autre phénomène est survenu. Quelques semaines plus tard, à la mi-juin, la Terre a été frappée par une tempête géomagnétique de classe G2. Moins intense que l'événement G4 précédent,
elles représentaient un risque réduit de perturbation et offraient une nouvelle occasion d'immortaliser des ciels illuminés. Ensuite, pour compliquer encore les choses, le Soleil a enchaîné avec deux puissantes éruptions, les 17 et 19 juin. Ces éruptions constituent un type distinct de sursaut d'énergie, mais produisent des effets similaires. La surface solaire, en perpétuel mouvement, entraîne ces champs magnétiques, les étirant et les entremêlant. Finalement, ces lignes magnétiques se tendent à tel point qu'elles finissent par se rompre, déclenchant une éruption solaire. Si une éjection de masse coronale correspond au Soleil projetant de la matière, une éruption solaire s'apparente plutôt à l'activation soudaine d'un interrupteur. Sauf qu'ici, la lumière est constituée de radiations traversant l'espace à la vitesse, de la lumière. Ces éruptions frappent rapidement, parfois en quelques minutes, et peuvent causer des problèmes sans même transporter de particules. Ainsi, tandis que les éjections de masse coronale ressemblent à d'immenses nuages d'énergie mettant 1 à 2 jours pour atteindre la Terre, les éruptions solaires sont des éclairs qui frappent avant qu'on les voit venir. À la mi-juin, 2 ont touché notre planète successivement. La seconde, plus intense, a brièvement interrompu les communications radio dans plusieurs régions des États-Unis. Pourquoi tout cela se produit-il précisément maintenant? Ce phénomène n'a rien d'aléatoire. Le Soleil suit un cycle bien défini et traverse différentes phases, comparables à des humeurs changeantes. Environ tous les 11 ans, il devient nettement plus agité. Davantage d'éruptions, de taches et d'anomalies. Les scientifiques appellent cette période de forte activité le maximum solaire, et nous y sommes actuellement. En ce moment, nous sommes engagés dans le cycle solaire 25, dont le point culminant est attendu entre maintenant et début 2026. Durant cette phase, l'activité du Soleil s'intensifie progressivement. Tout indique que ce n'est que le début. Et les prochains mois devraient apporter des tempêtes encore plus marquées. Faut-il alors s'en inquiéter? Pas vraiment. Du moins pas au point de se précipiter dans des bunkers. Les tempêtes solaires ne présentent aucun danger direct pour votre santé. Elles ne peuvent ni vous brûler à travers un toit, ni vous cuire pendant votre sommeil. À moins qu'une magnifique aurore ne soit annoncée, vous ne remarquerez probablement même pas leur passage. La véritable inquiétude concerne les systèmes qui œuvrent discrètement en arrière-plan. Satellites, réseaux de navigation et infrastructures électriques. Lorsque le champ magnétique terrestre est perturbé, des courants électriques peuvent se former dans le sol. Et ces flux, loin de rester enfouis, peuvent se frayer un chemin jusque dans les lignes à haute tension. Si ces courants deviennent suffisamment forts, ils peuvent surcharger les transformateurs, endommager des infrastructures entières et provoquer des coupures massives. C'est ce qui s'est produit au Québec en 1989, lorsqu'une tempête solaire a plongé la province entière dans le noir en à peine 90 secondes. C'est pour cette raison que des agences comme la NASA et la NOAA surveillent en permanence l'activité solaire. Elles peuvent déterminer quand un phénomène se dirige vers nous, estimer son intensité et décider des alertes à émettre. La plupart du temps, nous ne pensons guère au soleil, sauf lorsqu'une chaleur étouffante gâche nos projets de plage ou qu'un froid mordant nous confine à l'intérieur, rêvant d'été. Pourtant, il nous rappelle parfois qu'il demeure une force indomptée, une boule fascinante de chaos en perpétuelle activité. Il s'embrase, entre en éruption et projette d'immenses vagues de particules chargées dans l'espace. Et même à 150 millions de kilomètres, nous en ressentons les effets. Un signal soudainement perdu, un ciel d'une lueur éclatante, une brève variation de courant, autant d'indices que nous ne sommes pas aussi détachés de l'espace que nous le croyons. Ainsi, lorsque votre GPS se comporte étrangement ou que l'écran clignote sans raison, inutile d'accuser votre téléphone, ce pourrait bien être le soleil, à nouveau d'humeur changeante. D'où nous nous trouvons, le soleil semble très calme et paisible, mais comme les êtres humains, et tous les êtres vivants de la planète d'ailleurs, le soleil possède ses propres phases et entre parfois en activité. Les conséquences sont bien plus importantes et chaotiques lorsque le soleil devient hyperactif. Zoomons pour voir ce qui se passe là-haut. L'une des façons de mesurer l'activité de notre étoile est de compter les taches solaires à sa surface. Les taches solaires sont des zones sombres qui se forment lorsque le champ magnétique du soleil est soumis à une forte activité. C'est simple, plus il y a de taches solaires, plus l'activité du soleil est intense. Et il semble que le soleil ait fait la fête comme jamais ces derniers temps. Le nombre de taches solaires observées par les scientifiques est le plus élevé observé depuis près de 21 ans. En juin, 163 taches solaires sont apparues à la surface du soleil. La dernière fois qu'autant de zones sombres ont été dénombrées sur le soleil, c'était en septembre 2002, avec 187 taches.
Oh oh, il semblerait que cette fête chaotique se rapproche doucement de son point maximal, ce que l'on appelle le maximum solaire. Comment tout cela se produit-il? Le champ magnétique du Soleil est puissant et organisé d'une certaine manière. Néanmoins, comme nous l'avons dit précédemment, il arrive parfois que tout s'en mêle, un peu comme une boule d'élastique qui se retient tous enrôles ensemble, très étroitement. Lors de ces périodes, cela signifie que le plasma semble éclater et former des boules. On les appelle éruptions solaires et éjections de masse coronale, EMC. Ces balles de plasma produites dans la couronne solaire, atmosphère externe du Soleil. Puis, à un moment donné, au moment où l'activité du cycle solaire atteint un pic, le champ magnétique change de polarité. Le pôle nord et le pôle sud de l'astre s'intervertissent. Tout cela se produit tous les 11 ans, ou à peu près. Ainsi, lorsque le Soleil entre dans cette phase où il devient très actif, il projette des bulles de plasma chaudes, taches sombres aussi grandes que des planètes, et libère de puissantes éruptions d'énergie et de radiation. Lorsque l'activité du Soleil devient de plus en plus intense, il se passe quelque chose de fascinant. Une proéminence de la couronne polaire, PCP, phénomène parfois appelé cascade de plasma. Il s'agit d'une mini-éruption de plasma qui se déclenche sur le Soleil et qui semble vouloir fuir, mais le champ magnétique du Soleil l'attire avant qu'elle ne puisse s'échapper dans l'espace. Cette cascade de plasma est vraiment spectaculaire. Elle peut s'élever jusqu'à 32 000 km au-dessus de la surface. C'est comme si vous empiliez 8 terres l'une sur l'autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un vortex polaire. Il s'agit d'un gigantesque halo de plasma qui tourne très rapidement autour du pôle nord du Soleil. Ce tourbillon se forme lorsqu'un grand filament de plasma se détache et tourne avant de retomber vers la surface, un peu comme une cascade de plasma. Les scientifiques ne savaient pas pourquoi ce plasma reste si longtemps au-dessus de la surface du Soleil. Parmi les exemples d'éjection de masse les plus intéressants, il convient de citer une EMC géante en forme de papillon en mars de cette année. La forme inhabituelle détectée s'explique par le fait qu'elle a explosé du côté du Soleil que nous ne pouvions pas voir, de sorte qu'il était impossible de bien observer et d'en mesurer pleinement la force. Heureusement, le plasma n'a pas explosé dans notre direction, mais il pourrait avoir légèrement heurté Mercure et projeté des poussières et des gaz, car Mercure possède un faible champ magnétique. Tout cela semble fascinant, mais ce n'est pas réellement une bonne nouvelle pour nous. À cause de tout cela, nous pourrions connaître des tempêtes solaires plus intenses, qui sont susceptibles, elles aussi, de provoquer des tempêtes géomagnétiques sur Terre. Les tempêtes géomagnétiques n'ont pas que le nom d'alarmantes, elles le sont vraiment. Elles créent le chaos et perturbent le champ magnétique de notre planète. Les orages géomagnétiques peuvent donner lieu à de magnifiques aurores boreales. C'est vrai, mais nous préférerions tous profiter des aurores boreales dans des conditions normales, ou nous contenter de un bon vieux coucher de soleil au-dessus de l'océan. Heureusement, toutes les tempêtes solaires ne toucheront nécessairement la Terre, même si elles sont plus nombreuses. Pour atteindre notre planète, elles doivent être orientées dans la bonne direction, et au bon moment. Cela dit, si cela se produisait, la tempête pourrait ioniser la haute atmosphère et on pourrait dire au revoir à la communication. Cela pourrait en effet provoquer des pannes temporaires pour des systèmes tels que le GPS et la radio, ce qui n'est pas nécessairement un gros problème en soi, mais qui pourrait s'avérer très dangereux s'il se produisait au mauvais moment, comme lors d'un tsunami ou d'un tremblement de terre. Les tempêtes peuvent également endommager les infrastructures électriques, telles que les lignes ferroviaires et les réseaux électriques. Si vous prenez l'avion à ce moment-là, vous risquez d'être exposé à des niveaux de radiation plus élevés. On ne sait pas encore exactement quel serait le danger pour vous, mais cela pourrait être un problème sérieux pour les astronautes dans l'espace. Lorsque les tempêtes solaires perturbent le champ magnétique, cela peut affecter les migrations de certains animaux, comme les tortues de mer, les baleines et les oiseaux. Étant donné que tout dans le règne animal suit généralement l'ordre naturel des choses, qui sait comment ces animaux traverseraient ou même survivraient à de tels changements. Et lorsque le Soleil est au maximum de son activité, les satellites dans l'espace sont également en difficulté. Nous avons plus de satellites dans l'espace que jamais auparavant. Or, lorsque l'atmosphère externe devient plus dense à cause de tous ces changements, les satellites peuvent être poussés dans différentes directions, risquant de s'écraser les uns contre les autres, ou même retomber sur Terre. Ces phénomènes n'y sont cool que dans les films avec des super-héros qui peuvent faire face à ce genre de problème.
Espérons donc que nous éviterons une tempête solaire de grande ampleur, comme celle de Carrington. L'histoire est similaire aux autres. En août 1959, les astronomes du monde entier ont constaté que le nombre de taches solaires ne cessait d'augmenter. Parmi eux, un homme nommé Richard Carrington en faisait partie. Début septembre, il était en train de dessiner les taches solaires quand, soudain, il a été aveuglé par un éclair de lumière. Cela a duré environ 5 minutes, mais c'était spectaculaire. Il l'a décrit plus tard comme une éruption de lumière blanche. Il s'agissait d'une très forte éjection de masse coronale, EMC. Bien que cela prenne habituellement des jours, en seulement 17 heures et 6 minutes, cette tempête a traversé la longue distance qui sépare le Soleil de notre planète, 90 millions de kilomètres, et s'est déchaînée sur nous. Et quand la tempête a commencé, les machines télégraphiques du monde entier ont produit des étincelles. Les opérateurs ont reçu des chocs électriques et le papier a même pris feu. Les gens étaient vraiment effrayés et désorientés parce qu'ils n'avaient jamais vu un ciel aussi clair auparavant. Certains ont même cru que c'était la fin du monde. L'île de Maine, les télégraphistes n'y pouvaient toujours pas travailler correctement car l'atmosphère terrestre était encore chargée. Ils ont même réussi à envoyer des messages en utilisant le courant auroral au lieu de l'électricité normale. Mais ce phénomène a aussi apporté quelque chose d'incroyable, à savoir d'étonnantes aurores dans le ciel. Les habitants d'Hawaï et de Cuba ont pu observer de magnifiques aurores boréales, tandis que ceux du Chili ont pu voir des aurores australes. De nos jours, le phénomène s'intensifie lentement mais sûrement. Prenons l'exemple des éruptions solaires. Il s'agit de puissantes explosions d'énergie émises par le Soleil. En 2022, il y a eu 5 fois plus d'éruptions. Imaginez un puissant géant comme le Soleil, confronté à un petit mais puissant adversaire, un petit trou noir. La collision est imminente et le sort du système solaire est en jeu. Le Soleil pourra-t-il résister à l'intense attraction gravitationnelle d'un petit trou noir, ou sera-t-il englouti tout entier? La réponse réside dans les forces en jeu dans cette collision cosmique époustouflante, et nous allons voir tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Comme un aspirateur cosmique, il absorbe tout ce qui s'approche de lui. Il est si massif qu'il déforme le tissu de l'espace-temps tout autour de lui. Les trous noirs sont parmi les objets les plus effrayants et mystérieux de l'univers. Une force puissante de la nature qui défie notre compréhension de la physique. Une véritable énigme de l'univers. Les trous noirs existent en différentes tailles. Il y en a des petits qui ne font que quelques kilomètres de large, et des très grands qui sont des milliards de fois plus massifs que le Soleil. La plupart se forment suite à l'effondrement d'étoiles massives. Une fois le trou noir formé, il commence à grandir en dévorant tout sur son passage. Et si 2 trous noirs ou plus entrent en collision, ils peuvent fusionner en un monstre cosmique énorme. Mais qu'en est-il des plus petits? Les plus petites trous noirs connus portent le nom de trous noirs stellaires. C'est un type de trou noir qui pèse entre 3 et 10 masses solaires, tout en étant minuscule. C'est comme si l'on prenait toute la matière du système solaire et qu'on la comprimait dans un espace de la taille de New York. Voilà ce qu'on considère comme très petit. À titre de comparaison, les trous noirs dits intermédiaires pèsent entre 100 et 1000 masses solaires. Et les trous noirs supermassifs ont une masse égale à des milliards de soleils. Et sont incroyablement grands. Ainsi, les trous noirs stellaires ne sont rien comparés à ces monstres. Imaginez une étoile massive, plus grande que notre Soleil, avec un cœur composé de combustible nucléaire et brillant de 1000 feux et à haute température. Cependant, à mesure que l'étoile consomme son carburant, la gravité prend le dessus et commence à comprimer l'étoile. Plus elle la comprime, plus sa température augmente. Jusqu'à ce que le noyau de l'étoile atteigne une température de plusieurs milliards de degrés. Enfin, le noyau s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. Cela crée une explosion immense, une supernova. Cet effondrement crée une singularité, soit un point de densité et de gravité infinie. Ce point est entouré par un horizon des événements. La frontière invisible au-delà de laquelle rien, y compris la lumière, ne peut s'échapper. Et juste comme ça, voilà. Un trou noir stellaire est né. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas?
Les trous noirs stellaires sont les trous noirs les plus courants que nous connaissons. On trouve ces gars-là un peu partout dans notre galaxie. Alors, quelles sont les chances qu'un de ces petits monstres vienne embêter notre Soleil? Et dans ce cas, que nous arrivera-t-il? Eh bien, en réalité, la probabilité que le Soleil entre en collision avec un trou noir est incroyablement faible. C'est même presque impossible. Bien que les trous noirs stellaires soient dans le type de trou noir le plus courant dans notre univers, ils ne sont pas du tout communs. La probabilité que le Soleil et un trou noir se croisent est si rare que vous auriez plus de chances de gagner au loto 2 fois de suite, et ce serait beaucoup moins agréable. À l'heure actuelle, le trou noir le plus proche de notre système solaire est Gaïa BH1. Il est environ 10 fois plus lourd que notre Soleil, et il se trouve à environ 1600 années-lumière de nous, ce qui représente pas mal de chemin. On peut donc dire que notre Soleil n'a pas grand-chose à craindre, mais il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Comme avec n'importe quel événement astronomique, nous devons comprendre les différentes manières dont quelque chose comme cela pourrait se produire. Par exemple, un trou noir vagabond pourrait traverser notre système solaire, comme le font régulièrement les comètes et les astéroïdes. Malheureusement, contrairement à ces objets, les trous noirs sont invisibles et ne peuvent être détectés que par leur attraction gravitationnelle. Ce n'est donc pas comme si nous verrions un grand trou noir menaçant se précipiter vers nous. Plutôt, nous ne le remarquerions que par les perturbations qu'il causerait dans les orbites des différents objets à proximité. Alors, que faire maintenant? Nous savons que le Soleil est une étoile massive et lumineuse au centre de notre système solaire. Il a environ 4,5 milliards d'années et dispose de suffisamment de carburant pour durer encore 5 milliards d'années. Cette étoile est tellement grande qu'il est même impossible de se représenter son immensité. En fait, si vous mettiez toutes les planètes de notre système solaire dedans, il resterait encore pas mal de place. Et il est tellement massif qu'il contient presque 100% de la masse totale du système solaire. Il est donc difficile d'imaginer comment un petit trou noir insignifiant, des milliers de fois plus petit que notre étoile, pourrait la dévorer. Et vous avez raison, cela n'arrivera pas. Du moins, pas complètement. Alors, imaginez qu'un trou noir solitaire arrive dans notre système solaire et commence à se rapprocher du Soleil. À mesure qu'il se rapproche, son immense gravité commence à tirer de la matière de la surface du Soleil. Le Soleil commence à s'étirer et à se déformer. On appelle ça la spaghettification. Imaginez un élastique étiré jusqu'à ce qu'il casse. C'est à peu près ce qui lui arriverait. Tous ces matériaux rassemblés forment bientôt un disque tourbillonnant autour du trou noir. Un disque d'accrétion. À mesure que de plus en plus de matière est attirée, le disque se réchauffe et commence à émettre un rayonnement intense. Et à mesure que notre bel astre se laisse prendre dans ses sombres filets, d'énormes quantités d'énergie, sous forme de lumière et de chaleur, sont libérées. Le Soleil devient beaucoup plus lumineux et plus chaud. Ses couches externes se vaporisent, créant un immense nuage de gaz et de poussière qui s'étend sur de vastes étendues. Un vrai feu d'artifice cosmique, mais avec des conséquences terribles. Ce serait en effet un très impressionnant spectacle, mais nous ne serions pas là pour l'admirer. Comme vous l'avez peut-être deviné, la Terre passerait un sale quart d'heure. La radiation intense et la matière solaire provoqueraient d'immenses feux de forêt, et la chaleur intense vaporiserait les océans. Notre planète baignerait dans un flux constant de particules à haute énergie, et l'atmosphère serait ionisée. En résumé, les chances de survie de toute forme de vie seraient proches de zéro. Et cette collision aurait des conséquences considérables, non seulement pour la Terre, mais pour tout le système solaire. La radiation intense et la chaleur vaporiseraient tout sur leur passage. Toutes les planètes seraient détruites. Mais le Soleil étant un objet beaucoup plus grand qu'une étoile typique, il ne se laisserait pas complètement dévorer par le trou noir. Il serait considérablement déformé et perturbé, ça oui. La gravité intense du trou noir entraînerait l'arrachement de ses couches externes, créerait une explosion massive, un événement de rupture par effet de marée. Mais de toute manière, à la fin, le trou noir l'emporterait. Il grandirait et un nouveau disque d'accrétion se formerait autour de lui. Comme nous l'avons vu, la collision du Soleil avec un trou noir, qu'il soit minuscule ou stellaire, serait un événement catastrophique. Mais heureusement, comme nous l'avons déjà mentionné, la probabilité d'une telle collision est extrêmement faible. Cependant, cela ne signifie pas que nous devions arrêter d'étudier les trous noirs et leur impact potentiel sur l'univers. Plus nous en apprenons sur ces objets mystérieux, mieux nous sommes équipés pour comprendre et prédire leur comportement. Alors continuons à rechercher, explorer et observer les profondeurs de l'espace. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous tomberons sur un trou noir très curieux qui s'approchera un peu trop du Soleil.
Espérons que d'ici là, nous soyons déjà sur une planète lointaine. En 2024, la Terre a été rejointe par une mini-lune qui a orbité autour de notre planète pendant 2 mois. Elle est restée un moment, a accompli quelques tours, puis, comme tout invité courtois, elle est repartie. Elle a repris son chemin autour du Soleil. Cependant, les astronomes indiquent à présent qu'un autre rocher accompagne la Terre non pas depuis quelques semaines, mais depuis 60 ans. C'est un phénomène rare et singulier, désormais qualifié de quasi-lune. Mais que signifie exactement ce terme? S'agit-il d'un satellite de secours? À la différence de notre Lune, à la fois mystérieuse et fascinante, qui éclaire nos nuits et affecte les loups-garous, une quasi-lune ne gravite pas autour de la Terre. Elle suit plutôt une orbite autour du Soleil, en quasi-parfaite synchronisation avec nous, comme un coureur qui effectue un marathon à votre rythme. L'espace n'est calme qu'en apparence. En vérité, il est plutôt chaotique. Le Soleil, la Lune, la Terre et même les autres planètes s'attirent constamment, tout comme les petits corps célestes tels que ces rochers. La plupart des astéroïdes ne peuvent maintenir cet équilibre fragile longtemps. Ils sont soit dérivés vers une nouvelle orbite, soit attirés vers la Terre, soit projetés dans l'immensité de l'espace. Voilà pourquoi il est rare d'en observer plus d'un ou deux simultanément. La plupart ne peuvent conserver cet équilibre. Ils font partie d'une famille plus vaste appelée les coorbitaux. En réalité, les astronomes les classent en différents types selon leurs mouvements relatifs à la Terre. Mais contrairement à la véritable Lune, qui nous accompagne depuis les origines, ces visiteurs ne restent pas éternellement à nos côtés. Certains nous accompagnent pendant quelques décennies, d'autres pendant plusieurs siècles, avant de s'éloigner sous l'effet de la gravité d'un autre corps céleste. Un peu comme un chien qui file chez le voisin après avoir perçu l'odeur du bacon. Une autre caractéristique des quasi-lunes est leur taille. La plupart sont minuscules, à l'échelle d'un bâtiment, voire plus petites encore. Elles sont si peu lumineuses qu'elles peuvent se cacher parmi les étoiles. Pourtant, elles demeurent importantes. En les étudiant, les astronomes apprennent comment se déplacent les petits objets proches de la Terre et combien de temps ils peuvent rester captifs de sa gravité. Les quasi-lunes se trouvent plus proches que d'autres astéroïdes sur la même trajectoire, ce qui faciliterait leur accès. Un jour, elles pourraient servir de tremplin dans l'exploration spatiale. La Terre a déjà eu quelques-uns de ses compagnons, comme 2016 HO3, surnommé le compagnon permanent de la Terre. Il ne mesure qu'environ 90 mètres, mais suit notre rythme depuis près de 100 ans et pourrait continuer encore plusieurs siècles. Mais qu'en est-il du plus récemment découvert? Les chercheurs l'ont baptisé 2025 PN7. Comme nous l'avons dit, il se trouve avec nous depuis 60 ans et devrait rester à nos côtés encore environ 68 ans. Il est passé longtemps inaperçu en raison de sa taille extrêmement réduite, à peine 19 mètres de diamètre, soit à peu près la longueur d'une piste de bowling. Cela répond à la question de savoir si vous pourriez l'apercevoir vous-même, quand bien même vous sauriez précisément où regarder. Son histoire demeure quelque peu mystérieuse. Les astronomes n'ont pas encore déterminé sa composition. Pour l'instant, la seule chose que nous connaissions avec certitude est sa trajectoire. Certains quasi-lunes ne sont que des astéroïdes proches de la Terre tombés dans une orbite idéale, tandis que d'autres semblent être des fragments de la Lune elle-même. Par exemple, Kamo-Walewa, une autre quasi-lune, reflète la lumière presque de la même façon que les roches lunaires rapportées lors des missions Apollo. Pour cette raison, certains chercheurs pensent qu'il pourrait provenir d'un ancien impact massif. Il y a également 2024 PT5, une mini-lune temporaire, découverte à la fin de l'an dernier. Son étude révèle une surface ressemblant à du basalte lunaire, suggérant qu'elle proviendrait probablement de la Lune. Alors, comment ces quasi-lunes parviennent-elles à maintenir leur équilibre cosmique? C'est une simple illusion orbitale. Rappelez-vous, PN7, comme les autres quasi-lunes, ne tourne pas réellement autour de la Terre. Pour nous, il semble dessiner de paresseuses boucles le long de la trajectoire terrestre, comme des gribouillis dans l'espace. Pourtant, il ne prend jamais trop de retard ni ne s'éloigne trop. Les astronomes parlent de résonance 1 à 1. En clair, il effectue un tour autour du Soleil, chaque fois que la Terre en fait un. Autre question intéressante. Si ces quasi-lunes sont si proches de la Terre, pourquoi notre gravité ne les attire-t-elle pas? D'autant qu'elles sont petites et paraissent d'un proche. C'est qu'elles ne le sont pas réellement.
quoiqu'elles appartiennent au groupe des objets géocroiseurs. Notre Lune se trouve à environ 384 000 km, tandis que ses compagnons circulent autour du Soleil à des millions de kilomètres, bien au-delà de l'influence gravitationnelle terrestre. Cette attraction se manifeste dans une zone appelée la sphère de Hill, où la gravité de la Terre domine celle du Soleil. Imaginez-la comme une bulle d'un rayon d'environ 1 600 000 km. Tout objet à l'intérieur peut être capturé comme notre Lune. Dès que l'objet sort de cette bulle, le Soleil reprend ses droits. C'est exactement ce qui est arrivé à PT5, qui a été notre satellite légitime pendant 2 mois en 2024. En entrant dans la sphère de Hill, il a été temporairement capturé par la gravité terrestre et est ainsi devenu une mini-lune. Mais, étant de petite taille et se déplaçant rapidement, il a finalement glissé hors de cette bulle, et la gravité solaire l'a de nouveau emporté. Un autre type de coorbiteur, en dehors des quasi-lunes et des mini-lunes, est celui que l'on appelle les orbiteurs en fer à cheval. Ces roches spatiales ne s'éloignent pas beaucoup, mais depuis la Terre, elles semblent nous dépasser, ralentir, puis glisser derrière nous, avant de répéter le mouvement. C'est un peu comme une voiture de police banalisée vous suivant dans la circulation, changeant constamment de voie et revenant en arrière pour que vous ne la remarquiez pas. Suivez leur trajectoire depuis la Terre, et elles dessinent au fil du temps une grande forme de fer à cheval, d'où leur nom. Et ce ne sont là que les principaux co-orbiteurs. Il en existe en réalité beaucoup d'autres. Bien devant nous et bien derrière nous dans l'espace, certaines roches particulières, appelées astéroïdes troyens, occupent 2 positions spécifiques, une à 60 degrés devant la Terre, l'autre à 60 degrés derrière. Imaginez faire du vélo avec un ami bien en avance et un autre bien en retard, tous deux maintenant la même vitesse que vous. C'est exactement le comportement des Troyens. Ces zones, appelées points de Lagrange, sont des régions stables où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil se compensent parfaitement. Lorsqu'un objet s'y trouve, il peut y rester des millions d'années sans dériver. Jupiter possède des milliers de ses compagnons, tandis que la Terre n'en a que quelques-uns. Il existe ensuite les objets à orbite en forme de tétard, qui ne restent pas parfaitement immobiles dans un point de Lagrange, mais oscillent autour dans de larges boucles semblables à des haricots. Et si cela ne suffit pas à vous déconcerter, il existe aussi les Troyens sauteurs, les indécis. Ces corps célestes ne peuvent pas y choisir un camp. Ils restent quelques milliers d'années dans le hamac avant, puis dérivent lentement vers celui derrière nous, et inversement. Rare, étrange et fascinant. Ainsi, même si la Terre n'a qu'une seule grande lune dans le ciel, elle possède en réalité un groupe de compagnons spatiaux discrets. Certains décrivent des boucles, d'autres suivent, d'autres se cachent dans les recoins. Revenons maintenant au super pouvoir de notre Lune. Elle influence les marées, ralentit la rotation de la Terre et contribue à stabiliser l'inclinaison de notre planète. Sans elle, nos jours seraient plus courts, nos nuits plus sombres et les saisons bien plus chaotiques. La Lune joue aussi le rôle d'un immense bouclier, absorbant ou déviant certaines roches spatiales qui pourraient autrement heurter la Terre. Sans oublier son influence culturelle. Elle a inspiré mythes, calendriers, chansons d'amour et des millions de promenades mélancoliques sous la nuit étoilée. Les quasi-lunes ne peuvent y rivaliser. Mais elles restent importantes, à leur manière. Chaque quasi-lune nouvellement découverte nous aide à comprendre comment ces petits corps survivent dans tout ce chaos cosmique. En étudiant leur environnement, nous apprenons également sur nous-mêmes. Ils affinent notre capacité de détection et permettent d'améliorer nos modèles. Ainsi, bien qu'ils n'illuminent jamais le ciel nocturne, ils jouent néanmoins un rôle discret mais précieux dans la compréhension de notre singulier voisinage cosmique. Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète, et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre,
ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes, mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise.
Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais il existe un trou dans notre univers. Est-ce qu'on fuit ? Il est plus vaste que tout ce que nous avons jamais observé. L'esprit humain ne peut même pas concevoir quelque chose d'aussi immense. Le mien, en tout cas, en est bien incapable. S'agit-il d'un trou noir en expansion ? Notre système solaire risque-t-il d'être aspiré par ce gigantesque vide ? Est-ce que j'exagère ? Tentons d'y voir plus clair. L'univers n'est pas uniformément rempli de matière. D'immenses vides représentent environ 80% de son volume. Notre propre Voie lactée se trouve même à l'intérieur de l'un d'eux, connu sous le nom de vide KBC. Mais l'une de ces cavités se distingue particulièrement. Il s'agit du vide du Bouvier, souvent surnommé le Grand Vide. C'est une immense bulle d'espace, presque totalement vide, située loin dans la constellation du même nom. Sa taille phénoménale rend cette formation quasi inimaginable. Le vide du Bouvier s'étend sur 330 millions d'années-lumière. À titre de comparaison, notre système solaire mesure à peine plus de 3 années-lumière de largeur. Pourtant, le vide du Bouvier contient très peu de galaxies. Comparé au reste de l'univers, il est pratiquement vide, ce qui en fait l'une des plus grandes cavités connues et l'un des espaces les plus dénués de matière jamais découverts. Si notre galaxie se trouvait à l'intérieur de ce vide, nous n'aurions aperçu aucune autre galaxie pendant une grande partie de l'histoire. Jusqu'aux années 1960, nos télescopes n'étaient tout simplement pas assez puissants pour les détecter, tant elles étaient lointaines et diffuses. Ce n'est qu'à cette époque, grâce à l'amélioration des instruments, que nous avons pu enfin observer des galaxies extrêmement éloignées et peu lumineuses. Si nous avions vécu à l'intérieur de ce vide, ce serait alors seulement que nous aurions compris l'existence d'autres galaxies. Mais tentons de résoudre une question cruciale. Comment de tels vides gigantesques se forment-ils ? Après le Big Bang, toute la matière de l'univers a commencé à se disperser, mais pas de manière parfaitement homogène. De minuscules différences aléatoires, appelées fluctuations quantiques, faisaient que certaines régions contenaient un peu plus de matière que d'autres. Les zones plus denses exerçaient une gravité plus forte et attiraient encore davantage de matière. Progressivement, d'autres régions se sont retrouvées presque vides. C'est ainsi que les galaxies se sont regroupées et que d'immenses trous ont vu le jour entre elles. Au fil du temps,
Les galaxies ont également exercé une attraction mutuelle, se reliant en structures longues et filiformes, appelées filaments. Ces derniers se sont assemblés pour former une immense toile à l'échelle de l'univers. Les galaxies se sont concentrées le long de ces fils, tandis que les vides intermédiaires sont devenus des trous, à la manière des bulles dans une mousse. Les vides plus petits ont progressivement fusionné pour en créer de plus grands, permettant ainsi la formation de régions colossales comme le vide du Bouvier. Aujourd'hui, filaments et vides constituent les plus vastes structures de l'univers, les filaments étant plus chauds et énergétiques, tandis que les vides restent froids et dépourvus de matière. Le vide du Bouvier est prodigieusement vaste. Il représente environ 0,35% du diamètre de l'univers observable. Pourtant, à l'intérieur de cet espace gigantesque, on ne dénombre qu'environ 60 galaxies, principalement disposées en une forme tubulaire traversant le centre. Une région de cette taille contiendrait normalement près de 2000 galaxies. Ce vide est également entouré d'amas massifs de galaxies, tels que la Grande Ourse, Chapelet, Hercule, la couronne boréale et le Bouvier, ce qui rend l'absence de matière en son centre encore plus frappante. Les chercheurs ont d'abord remarqué ces vastes espaces vides et ces grands ensembles de galaxies dans les années 1970, lorsque de nouvelles technologies leur ont enfin permis de visualiser l'univers en 3 dimensions. Quant au vide du Bouvier, il fut découvert en 1981 par l'astronome américain Robert Kirshner, de l'Université du Michigan, laquelle possède également une équipe de football américain respectable. À cette époque, lui et son équipe cartographièrent l'univers en 3D en mesurant la vitesse d'éloignement des galaxies, selon une méthode appelée relevé de décalage vers le rouge. Au cours de cette étude, ils remarquèrent quelque chose d'étonnant. Une immense région de l'espace où presque rien n'apparaissait. C'était, sur la carte cosmique, un vide gigantesque. Les scientifiques écartèrent rapidement certaines hypothèses. Le vide du Bouvier n'est pas un trou noir, car il contient quelques galaxies, bien moins que prévu, mais existantes. Il ne s'agit pas non plus d'une nébuleuse obscure, ce nuage dense de gaz et de poussière qui bloque la lumière. Le vide du Bouvier ne dissimule pas de galaxies, elles sont simplement très rares à la base. Le vide du Bouvier permet aux savants de mieux comprendre comment l'univers se transforme et se développe. Sa quasi-vacuité en fait un lieu idéal pour étudier l'énergie noire. Notre univers se compose de matière normale, de matière noire et d'énergie noire. La matière normale regroupe tout ce que l'on peut observer à l'œil nu ou avec des instruments, représentant environ 5% de l'univers. La matière noire en constitue environ 27%, tandis que l'énergie noire en occupe 68%. Cette dernière est la force responsable de l'expansion de l'univers. Son essence demeure mystérieuse, ce qui excite particulièrement les chercheurs à chaque occasion de l'étudier et de mieux comprendre son fonctionnement. Les vides sont également précieux pour l'étude des neutrinos, de minuscules particules capables de traverser l'espace sans être arrêtées. On les surnomme souvent « particules fantômes », tant il est difficile de les détecter. Elles traversent l'espace et nos corps sans laisser de traces. Actuellement, des milliards de neutrinos traversent votre corps et vous ne ressentez rien. Ces particules se forment dans des régions riches en énergie, comme le Soleil, les étoiles en pleine explosion ou les centrales nucléaires. Elles sont omniprésentes, juste après les particules de lumière en abondance dans l'univers. Ce qui rend les neutrinos particulièrement étranges, c'est leur capacité à changer de type pendant leur trajet. Ils existent en 3 variantes et peuvent passer d'un type à l'autre en se déplaçant. Les chercheurs ignorent encore leur masse exacte et quelle variété est la plus lourde. Mieux les connaître pourrait éclairer le fonctionnement de l'univers. Avec le temps, les missions spatiales examineront de près ces vastes régions vides. En confrontant leurs observations aux prédictions informatiques, les scientifiques espèrent mieux comprendre les neutrinos et approfondir leur connaissance du fonctionnement de l'univers. L'une de ces missions, Euclide, recueillera des données pour étudier le vide du Bouvier, ainsi que d'autres vides cosmiques comparables. La mission Euclide consiste à explorer l'univers sombre en établissant une immense carte 3D de l'espace, observant des milliards de galaxies jusqu'à 10 milliards d'années-lumière et couvrant une vaste portion du ciel. On sait que l'énergie noire accélère l'expansion de l'univers et que la matière noire favorise la formation et la cohésion des galaxies. Cependant, leur nature exacte reste inconnue. En observant l'évolution de l'univers au cours des 10 derniers milliards d'années, Euclide aide les scientifiques à comprendre le développement de l'espace, la formation des galaxies
et la véritable nature de l'énergie noire, de la matière noire et de la gravité. Euclide mesure environ 5 mètres de hauteur pour 4 mètres de largeur. Il comprend 2 parties principales. L'une assure le fonctionnement de l'engin, notamment l'alimentation, les ordinateurs et la navigation, tandis que l'autre abrite le télescope et 2 caméras. L'une photographie la lumière visible, celle que nos yeux perçoivent, et l'autre observe la lumière infrarouge, permettant aux chercheurs de détecter des galaxies lointaines. Euclide a été lancé depuis la Floride sur une fusée Falcon 9 en juillet 2023 et a officiellement commencé ses observations scientifiques en février 2024. Il orbite désormais loin de la Terre, à près d'1 600 000 km, et se maintient dans un emplacement précis de l'espace où il accompagne la Terre dans sa révolution autour du Soleil. Cela stabilise sa vue et facilite l'étude de l'univers. Sa mission est prévue pour durer environ 6 ans, mais elle pourrait se prolonger si le carburant le permet. En octobre 2024, Euclide a publié la première partie de son immense carte de l'univers. Progressivement, il balayera plus d'un tiers du ciel en dehors de notre galaxie, la Voie lactée, capturant des milliards de galaxies, certaines si lointaines que leur lumière a mis jusqu'à 10 milliards d'années pour nous parvenir. Les images obtenues par la sonde sont environ 4 fois plus nettes que celles produites par les télescopes terrestres. Euclide analyse également la lumière en détail afin de déterminer la composition des galaxies et de suivre leurs mouvements. Il réalisera ses observations pour des centaines de millions de galaxies, constituant ainsi une immense bibliothèque de données cosmiques, l'une des plus vastes jamais établies par une mission spatiale. Au fait, Euclide a été nommé en hommage au célèbre mathématicien grec qui contribua à l'élaboration de la géométrie, l'étude des formes et de l'espace. Ce choix reflète l'idée que comprendre la structure de l'univers permet de mieux expliquer la répartition de la matière et de l'énergie dans l'espace. Vous voilà maintenant informé. Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment, ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous. Des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle. En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère, et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre.
Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif, et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir, mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler. Et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat de éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail. Des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. 16 géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ce télescope se trouve dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient pour observer 2 galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que 2 trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre, non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ce que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu 2 et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents,
il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces deux trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. Certaines personnes, comme les habitants des îles Andaman, une communauté vivant dans le golfe du Bengale, les voient comme des torches enflammées lancées dans les airs par les esprits de la forêt. D'autres, comme certains aborigènes australiens, pensent qu'il s'agit de bâtons enflammés chevauchés par des chamans. Mais si tu poses la question à un astronome, il te dira qu'une comète est un gros objet fait de poussière et de glace qui tourne autour du Soleil. L'un des objets spatiaux les plus célèbres de ce type est sans doute la comète de Halley. Elle a eu un impact important sur notre histoire et notre compréhension de ces mystérieuses étoiles filantes. Lorsque cette comète est passée devant la Terre en août 1835 par exemple, on l'a accusée d'être responsable de l'incendie de la ville de New York, qui a duré plusieurs nuits. Au même moment, les Indiens Séminoles de Floride ont vu la longue queue de la comète et ont cru qu'elle marquait le jour où ils perdraient leur indépendance. Cette comète est revenue en 1910. Et les gens l'ont de nouveau vu comme un mauvais présage. À Chicago, les habitants ont barricadé leurs ouvertures afin de se protéger de la queue prétendument dangereuse de la comète. D'autres ont acheté toutes sortes d'accessoires, comme des parapluies ou des masques, pour se protéger. Mais qu'y a-t-il de si intrigant avec ce corps spatial? Comment se fait-il qu'il apparaisse autour de la Terre de temps en temps? Et plus important encore, est-il vraiment dangereux? La comète de Halley est ce que les astronomes appellent une comète périodique. Elle nous rend visite tous les 75 ans environ. En de rares occasions, certaines personnes chanceuses ont eu la chance de la voir 2 fois dans leur vie. Elle est passée pour la dernière fois devant la Terre en 1986 et elle devrait revenir en 2061. Malgré ce retour prévu, l'orbite de la comète ne peut pas être prédite avec précision. C'est en partie à cause des processus chimiques qui se produisent à l'intérieur de la comète. L'orbite de Halley peut aussi changer en raison d'interactions aléatoires avec d'autres planètes et objets spatiaux de notre système solaire. Son nom officiel est 1P/Halley, du nom de l'astronome anglais Edmond Halley, qui a étudié les rapports d'une comète s'approchant de la Terre en 1531, 1607 et 1682. D'après ses calculs, il a conclu que ces 3 occurrences étaient en fait la même comète qui revenait à des intervalles réguliers. Il a également prédit son retour en 1758. La découverte de Halley a également mis en évidence que certaines comètes, comme celle-ci, orbitaient autour du Soleil, mais que leur trajectoire n'était pas circulaire. Si tu la regardes en 2D, l'orbite de Halley ressemble à un fil elliptique qui oscille depuis le Soleil. Malheureusement, Halley n'a pas vécu pour assister au retour de la comète, pourtant prédit avec précision, mais elle a été nommée en son honneur. Selon l'Agence spatiale européenne, la première observation de la comète de Halley remonte à 239 avant notre ère. Des astronomes asiatiques l'avaient enregistrée dans les chroniques de Shishi et Wenxian Tongkao. Mais une autre étude affirme qu'elle pourrait avoir été remarquée encore plus tôt que cela, à l'époque des Grecs anciens. Des écrits de cette période ont rapporté un énorme météore qui a atterri dans le nord de la Grèce, laissant la population locale perplexe. Il est rapidement devenu l'une des attractions touristiques les plus populaires du monde antique. Mais les témoins ont aussi remarqué une comète dans le ciel au moment où le météore a atterri. Ils ont également signalé le fait que l'objet spatial inhabituel était resté dans le ciel pendant environ 75 jours. Shakespeare lui-même semble avoir écrit sur cette comète dans sa pièce Jules César, aux alentours de l'année 1600. Dans cette œuvre, il inclut une phrase désormais célèbre évoquant les comètes, comme des signes inhabituels. Les cieux eux-mêmes s'embrasent. Ce n'est pas la dernière fois que des écrivains célèbres ont ressenti un certain lien avec cet objet. L'écrivain Mark Twain a déclaré en 1909 « Je suis arrivé avec la comète de Halley en 1835. Elle revient l'année prochaine et je m'attends à partir avec elle. » Étonnamment, Twain est décédé le 21 avril 1910, un jour après que la comète de Halley est sortie de la dernière face cachée du Soleil. Nous avons eu un meilleur aperçu de la comète lorsqu'elle est passée devant nous pour la dernière fois en 1986. Plusieurs vaisseaux spatiaux ont été envoyés vers la comète pour prélever des échantillons de sa composition.
Cette flotte de vaisseaux spatiaux, surnommée l'Armada de Halley, a volé à proximité, l'un d'entre eux prenant plusieurs photos du noyau de la comète pour la première fois dans l'histoire. Cette fois, nous disposions aussi de bien meilleurs télescopes pour observer la comète lorsqu'elle passait près de notre planète. D'après les études actuelles, il y a peu, voire aucun risque que la comète de Halley puisse réellement représenter un danger pour notre planète. La plupart des malheurs associés à la comète n'étaient que des superstitions. Encore mieux, les comètes ont peut-être rendu la vie sur Terre possible. Les spécialistes pensent qu'au début de l'histoire de notre planète, les collisions avec les comètes ont apporté une quantité importante d'eau ici, ce qui a aidé à former nos océans. Ces objets spatiaux nous ont peut-être fait aussi cadeau de matières organiques nécessaires à la formation de la vie. Attention à ne pas confondre les comètes avec les astéroïdes cependant. Contrairement aux astéroïdes, qui sont de petits corps spatiaux rocheux tournant également autour du Soleil, les comètes sont principalement composées de glace d'ammoniac, de méthane ou d'eau. Elles ne contiennent que de petites quantités de matériaux rocheux. En raison de leur composition, les comètes sont parfois surnommées boules de neige sale. Les comètes sont composées de 4 parties, un noyau, une chevelure, une queue de poussière et une queue d'ion. Mais leur noyau constitue la majeure partie de leur masse totale. Il y a plus de 3000 comètes connues à ce jour. Mais les astronomes pensent qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 1 milliard dans notre système solaire. Une comète assez brillante pour être visible de la Terre sans l'aide d'un télescope s'appelle une grande comète. On peut voir une grande comète tous les 10 ans environ. Les gens remarquent d'autres comètes depuis des millénaires. Cependant, les scientifiques ont conclu qu'étant donné que les comètes perdent beaucoup de matière chaque fois qu'elles orbitent près du Soleil, leur durée de vie pourrait n'être que de quelques milliers d'années. Si tu compares cela à l'âge du système solaire, qui est de 4,6 milliards d'années, c'est un chiffre relativement faible. Puisque ces corps spatiaux sont encore présents dans le système solaire aujourd'hui, il doit y avoir une source de comètes quelque part. Sinon, toutes les comètes auraient disparu il y a longtemps. Hale-Bopp est le nom d'une autre comète célèbre. Elle est passée très près de la Terre en janvier 1997. La dernière fois qu'elle a été vue près de notre planète avant cela, c'était pendant l'âge du bronze, en 2000 avant notre ère. Cette comète est beaucoup plus grande et plus spectaculaire que celle de Halley. Son noyau s'étend jusqu'à 40 km de diamètre et peut être vu de la surface de notre planète à l'œil nu. La comète Borrelly a été la deuxième comète à être étudiée de près par un vaisseau spatial. Le vaisseau Deep Space One de la NASA s'en est approché en 2001 et a fourni aux scientifiques un rapport détaillé du noyau noir de la comète. Cette comète est étonnamment bancale, mais la raison de sa forme inhabituelle est encore sujette à débat. La comète de Halley semble s'être formée dans le nuage de Oort, aux confins du système solaire, tandis que celle de Borrelly proviendrait d'un nuage glacé de roches situé au-delà de Neptune, que l'on appelle la ceinture de Kuiper. La comète Hyakutake nous a offert un magnifique spectacle lorsqu'elle est passée à seulement 15 millions de kilomètres de la Terre en mars 1996. Elle ressemblait à une éclaboussure bleu glace avec une faible queue de gaz. Cette comète a aussi étonné les astronomes, car elle produit des rayons X 100 fois plus intenses que ce que les scientifiques avaient prévu. Un vaisseau spatial appelé Ulysse a traversé la queue de Hyakutake en mai 1996 et a rapporté qu'elle mesurait au moins 570 millions de kilomètres de long. C'est le double de la taille de la queue de toute autre comète connue. La comète Wild 2 a été examinée par la sonde Stardust de la NASA en 2004. La sonde a réussi à voler à moins de 237 km du noyau de Wild 2, ce qui nous a donné quelques-uns des meilleurs clichés de la comète à ce jour. C'était aussi la première fois que nous obtenions des échantillons de particules de poussière provenant d'une comète. La précieuse cargaison est revenue sur Terre en janvier 2006. Son objectif était de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles Wild 2 et le système solaire, d'ailleurs, se sont formés il y a des milliards d'années. Wild 2 a un diamètre d'environ 5 km et est couvert de cratères et de falaises.